Bon, je vais commencer ce webinaire donc sur la réforme du lycée. Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc je vais commencer par me présenter un petit peu le contexte dans lequel ce webinaire a lieu. Je me nomme Sophie Géquier, je suis maître de conférences en physique à l'Université Bordeaux 1 et j'interviens depuis quelques années déjà au sein d'Uniciel sur un certain nombre de projets. Et plus précisément depuis environ 2 ans dans un groupe de réflexion sur la pédagogie des autistes. Donc, comment on est arrivé à ces webinaires? Donc, en fait, comment d'abord est-on arrivé à s'intéresser à la réforme du lycée? Dans ce groupe, et plus précisément depuis sa création, Uniciel travaille sur la transition lycée-université, mais sur l'attractivité aussi des sciences pour les jeunes. Et dans une idée d'utiliser le potentiel du numérique en proposant des ressources adaptées à la fois pour les étudiants et aussi vis-à-vis des enseignements qui peuvent être menés en première année et dans les années ultérieures, on s'est beaucoup penché, et notamment dans le cadre du plan réussite en licence, sur comment détecter les difficultés qu'ont ces étudiants, notamment avant la fin du premier semestre pour pouvoir limiter l'échec en première année, mettre en place une remédiation aussi bien au niveau de la connaissance, mais aussi au niveau de la manière de travailler. Donc permettre aux étudiants de s'auto-évaluer et de découvrir l'environnement de travail, et aussi par rapport à ce que l'on peut attendre d'eux à l'université, puisque la méthode de travail n'était pas la même. Donc on a effectué ce petit bilan au niveau de différents établissements. On a réfléchi dans le cadre du plan science et a vu le jour en 2010, donc à ce moment-là, un projet de mise en place de tests de positionnement mutualisés sur certains établissements. Quand on dit test de positionnement à l'entrée, arrive le besoin d'un référentiel sur les acquis. Et là, nos premières recherches nous ont alertés sur le fait qu'une réforme du lycée était en train de se mettre en place, qui faisait suite à la réforme du collège. On s'est dit qu'il fallait s'intéresser à ces nouveaux programmes pour 2 raisons. Pour ne pas faire le travail 2 fois. Donc, si on travaillait sur les anciens programmes, du coup, il faudrait réeffectuer ce travail à la publication des nouveaux programmes. Et puis aussi parce que c'est pas toujours évident dans nos établissements du supérieur de dégager du temps pour s'intéresser à ces sujets-là. Donc aussi bien qu'une mutualisation des tests de positionnement, nous nous sommes dit qu'une mutualisation de ce travail sur les nouveaux programmes pouvait être intéressant pour nos collègues. Du coup, on a décidé de mettre en place cet ensemble de choses. La mutualisation de ces recherches est en cours et la sensibilisation de nos collègues aussi. Comment avons-nous travaillé en tant que tel? Parce qu'avant d'adapter le travail, il nous faut savoir ce qu'il en est exactement des acquis des bacheliers. Donc, quand on a commencé le travail en 2010, les programmes n'étaient pas tous parus, puisqu'en fait, n'étaient parus que ceux de la seconde. La première allait paraître, la partie terminale était en consultation. Donc, on a réalisé un certain nombre d'interviews. On a cherché des acteurs du secondaire ou des acteurs qui étaient dans les groupes de travail sur la réflexion sur les programmes et qui allaient nous aider à la fois à comprendre les programmes et aussi l'idée de cette réforme. Si vous connaissez Uniciel, vous avez sûrement eu l'occasion, peut-être pas encore, d'aller sur notre blog pédagogie et de regarder les vidéos que nous avons pu réaliser, les interviews de ces acteurs. Je tiens donc à les remercier parce que c'est un exercice qui est pas facile, d'expliquer ce qu'il en est à des gens du supérieur qui ne sont au courant de rien. Donc, ont été consultés les personnes que vous voyez, donc Dominique Roja pour la partie SVT qui nous a justement expliqué aussi l'idée qui avait mené sur cette réforme-là. Philippe Jean-Jacot, Hélène Lampe et Gilles Camus sur les grandes disciplines scientifiques, puisque bien entendu, en tant qu'Université des sciences en ligne, nous sommes particulièrement intéressés à la filière scientifique et au programme qui était mené là-dedans. L'objet de ce webinaire n'est pas d'étudier les programmes, ça sera fait un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est un premier pas. C'est sur la présentation de la réforme et de manière plus générique, qu'est-ce qui va changer dans l'organisation de la vie lycéenne dans les différentes voies générales. Certains ont pu, de la même manière que les interviews, nous avions réalisé lors de notre journée Uniciel au mois de janvier une table ronde
Donc certains parmi vous étaient avec nous. Les acteurs du secondaire précédent étaient là aussi. Nous avons déjà débattu un petit peu. Mais ça a mis en évidence que l'organisation globale, outre la réforme des programmes, allait impacter la manière de travailler des primo-entrants. Donc nous avons, outre les interviews, la discussion, nous avons consulté un certain nombre de documents officiels. Donc là, je ne vous remets que les documents officiels facilement accessibles et qui sont réellement dans l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, même s'il y a un peu les bulletins officiels. Donc vous pourrez trouver l'ensemble de ces documents par vous-même et puis vous forgez une idée. Je ne fais faire que présenter la globalité et je vous invite à nous contacter de nouveau par la suite si vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce que j'ai pu dire ou vous voulez interagir, n'hésitez pas, au contraire, nous serions très heureux de poursuivre ces réflexions dessus, puisque la réforme va nous impacter dès la rentrée 2013. Pour revenir sur ces documents, donc le site du ministère, le site Nouveau Lycée, alors qui était un site qui avait été mis en place en 2010, donc au moment où la réforme s'est mise en place, plus exactement d'ailleurs fin 2010, début 2011, et qui présentait l'essentiel de la réforme. Ce site maintenant est passé en archive. Vous pouvez consulter le site EduScol, qui propose un dossier complet sur le Nouveau Lycée et qui est aussi, lui aussi, très intéressant. Je vous invite aussi à lire les bulletins officiels sur les nouveaux programmes, dont pas tant le bulletin pour les contenus, mais parce que les pages de présentation vous présentent la réforme en général en outre des programmes. Donc, si on démarre l'étude de la réforme, il faut démarrer avec la classe de seconde, puisque des nouveaux objectifs ont été assignés aux élèves de seconde, et plus exactement à leur formation, avec l'idée de les aider à acquérir la capacité pour s'adapter dans notre société, une société en constante évolution, et aussi de les aider à entrer dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire à les aider en étant autonomes. Cet accueil, pour nous, universitaires, enseignants dans les établissements du supérieur, toutes les formations postdoctorales vont être impactées par cette arrivée. Et il nous faut connaître, je pense, autant que les programmes, réellement, la méthode d'enseignement qu'ont pu avoir ces étudiants. D'où la raison de ces webinaires. Tout d'abord, ce texte-là est le texte qui était en préambule du document Le Nouveau Lycée, qui est paru en 2011 et qui est l'introduction de Luc Châtel. Je dirais qu'il présente l'idée de la réforme, donc je vous laisse, peut-être le connaissez-vous déjà. Donc on voit apparaître aussi bien le nombre de bacheliers en augmentation et surtout les problèmes des échecs, puisque vous voyez 50 000 jeunes quittent définitivement le lycée sans le baccalauréat et un étudiant sur deux échoue en première année universitaire. Donc ça, on est bien confronté. Ça s'est fait, je vous rappelle, à peu près en même temps que le plan réussite en licence. Donc on voit apparaître le L-3, L+3 dont on entend de plus en plus parler. Le lycée, donc, aujourd'hui, a subi cette réforme, tant sur les voies technologiques que professionnelles, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le parti lycée voie générale. Et on voit apparaître surtout dans cette orientation les trois axes qui ont prévalu dans cette réforme et qui sont mieux orientés, mieux accompagnés, mieux adaptés. Si je veux les résumer, les points clés de la réforme est réellement à ce niveau-là. Juste deux mots sur le plan licence. Là, on a un étudiant sur deux en échec à l'issue du premier semestre. Bien sûr, c'était les chiffres avant le plan licence. Un certain nombre d'établissements parmi nous ont réussi à baisser ce chiffre-là, même si malheureusement, il reste encore assez haut. Mais il faut tenir compte aussi des réorientations qui jouent un rôle très très important, puisque à l'université, nous accueillons tous les étudiants qui n'ont pas réfléchi obligatoirement ce qu'il en est. Donc, si on revient sur nos axes principaux, donc la réforme, si on les regarde, la réforme, elle a quel objet? Elle a pour but de proposer un parcours plus progressif et plus individualisé vis-à-vis de l'élève et aussi en fonction des enjeux actuels de notre société. Donc l'idée était de rééquilibrer les voies générales et technologiques en globalité et aussi les séries à l'intérieur de chaque voie, puisqu'on veut permettre aux élèves de se spécialiser plus progressivement. Donc c'est préparer leur projet d'orientation de manière plus réfléchie. Et pour ce faire, on a
réorganiser à la fois les séries et surtout l'organisation globale et les contenus des séries. Donc la première chose, c'est l'organisation des enseignements. Donc une spécialisation progressive de l'élève. Alors, je voudrais quand même préciser qu'il y a une différence importante par rapport à ce qu'on connaissait au niveau du lycée précédemment, puisqu'on n'aura plus un enseignement par briques, comme on le faisait, hein, donc en termes de contenu, on construit linéairement sur des fondamentaux et on rajoute au fur et à mesure. L'enseignement que suivent nos nouveaux lycéens, c'est un enseignement sous une forme de construction en spirale. C'est-à-dire que les thèmes vont être réabordés plusieurs fois et on va approfondir ces thématiques en réutilisant ce qui ont été vus auparavant. Donc, on a cette idée de spirale et de socle de compétences à acquérir dans un certain nombre de domaines. Donc, on poursuit l'idée du socle de compétences qui a déjà été mise en place au niveau du collège. Donc, quand l'élève arrive en second, l'objectif est de l'aider à se déterminer. Donc, on a 80% des enseignements qui sont communs dans l'horaire de l'élève, 3h30 de cours qui vont être communs, 80%, et 2 enseignements d'exploration qui vont leur permettre déjà d'avoir une idée de ce qu'ils veulent découvrir comme métier vis-à-vis de leur orientation. Donc, dans ces 2 enseignements d'exploration, qui dure 1h30. Il y en a au moins un qui est dans le domaine de l'économie et le second n'est pas rédhibitoire pour son orientation l'année suivante. C'est-à-dire qu'il peut très bien choisir d'être dans une orientation qui n'est pas celle de la spécialisation qu'il avait vue en seconde. Et donc en première, il va avoir un choix aussi à faire. Et si on regarde ce qui se passe au niveau donc de la première, les enseignements communs passent à 60%. Puis par contre en terminale, on passe réellement une partie très spécifique puisqu'on arrive à 70% de spécifique. Donc cette organisation des enseignements, elle est pensée dans les 3 voies de la voie générale, donc pour les séries L, ES et S, pour permettre des réorientations plus facilement d'une série à une autre. Alors, quand on change d'orientation, malgré tout, il faut mettre en place un renforcement dans les disciplines spécifiques qui ont été faites, parce que même si on a 80% d'enseignements communs en seconde, puis 60% en première, mais malgré tout, les enseignements spécifiques nécessaires à l'entrée en terminale sont non négligeables dans certains cas. Et il vaut mieux avoir ce renforcement spécifique. De la même manière, je n'ai pas noté sur la diapositive, dans la classe de terminale et plus spécifiquement sur la série scientifique qui nous intéresse, que nous, en tant qu'Université des sciences, on accueille principalement des élèves venant de la série scientifique, même si un certain nombre d'établissements parmi nous ont mis en place et remis à niveau les élèves qui arrivent de voies techniques, de filières technologiques et professionnelles. On sait bien que ces élèves sont en grande difficulté quand ils arrivent chez nous. Très peu intègrent la filière générale. Donc ça, c'est une bonne idée d'avoir mis en place tout cela. Mais moi, je vais vraiment me concentrer sur la filière générale et sur la filière scientifique. Donc, si je reviens sur la filière scientifique, il y a une nouvelle spécialité qui est apparue, puisque on a un enseignement informatique et sciences du numérique. Donc, qui devrait faciliter aussi cette partie-là. Ça a été pris sur d'autres parties. On va passer un petit peu après cette première organisation sur les enseignements, donc positivement, comme l'orientation progressive, donc faciliter les orientations, c'est très bien, mais sans le renforcement spécifique, ça va quand même être signe. Et ce renforcement spécifique, comment va-t-on le mettre en place? Donc, en fait, au-delà de l'organisation des enseignements, on a aussi une organisation horaire qu'il va falloir réfléchir. Je vous ai dit qu'en seconde, 23h30 d'enseignement commun et puis 1h30 d'exploration. Mais dès cette première année-là, en côté de l'orientation, se passe aussi l'accompagnement. Et c'est la grande différence par rapport à ce qu'on avait précédemment. C'est qu'au-delà de l'organisation horaire, de la dotation horaire qui reste, on a une autonomie des établissements. C'est-à-dire que les établissements vont bénéficier d'une souplesse d'organisation pour leur permettre de répondre
aux spécificités de leur public. Donc, c'est-à-dire que l'organisation de l'horaire élève va voir apparaître des séances à effectifs allégés. Alors ça, c'est déjà le cas aussi déjà au collège, hein, et on continue donc avec le lycée. Ça se fait au niveau de l'établissement et ça se fait sur des propositions qui vont être faites par le conseil pédagogique et qui vont être validées par le conseil d'administration de l'établissement. Alors, si on regarde, l'horaire annuel d'enseignement, il est comptabilisé sur 32 semaines, hein, donc 36 semaines pour l'année scolaire, mais avec 10% consacrés à l'évaluation à peu près. Donc on reste sur 32 semaines et la dotation horaire reste la même, donc dans la globalité, et une partie dédiée à l'accompagnement personnalisé. Donc le contexte local, ça peut être aussi bien donc le public, mais ça peut être aussi une orientation que l'établissement souhaite porter vis-à-vis de ses élèves. Donc il va choisir à la fois les groupes restreints qu'il va avoir et les thématiques sur lesquelles, les disciplines sur lesquelles ces groupes vont travailler. Ça va pouvoir nous impacter, nous, en première année, puisque dans une même académie, on va avoir une hétérogénéité qui peut être encore plus importante, puisque d'un établissement à un autre, même au sein d'une même filière scientifique, on va avoir des orientations importantes, différentes et des spécialisations qui vont apparaître. Alors, si je regarde un petit peu sur l'enveloppe qui est dédiée à cette part d'accompagnement, elle est de 10h30 hebdomadaires pour les secondes, donc elle contient aussi la partie exploration, puis de 9h en première S et puis de 10h en terminale S. Donc vous voyez que ce sont quand même des volumes qui ne sont non négligeables. On maintient la grille nationale pour les horaires élèves, hein, néanmoins. Hein. Donc, mais le but réellement de cet accompagnement, c'est de favoriser la réussite des élèves et de les amener à effectuer un choix de poursuite d'études en adéquation avec leurs goûts et leurs compétences. Donc, c'est aussi commencer à réfléchir sur les TPE, favoriser la démarche projet dans la voie techno surtout. Donc, on retrouve vraiment cette idée que les élèves doivent devenir des étudiants, doivent devenir autonomes et doivent découvrir par eux-mêmes et se forger de nouveaux savoirs par eux-mêmes. Alors, quelques mots sur le conseil de pédagogie, puisque son rôle est renforcé par rapport à ce qui était auparavant. Donc, il est constitué d'enseignants, avec d'autres acteurs aussi de la vie scolaire, et c'est lui qui établit la politique éducative de l'établissement, qui sera valide par le conseil d'administration. Il a d'autres rôles aussi. Il a un rôle notamment sur la dernière partie qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est-à-dire la partie adaptation à le contexte local et sociétal, et surtout avec la partie linguistique, donc la partie TIS, la partie culturelle. Donc toute cette partie-là va aussi être pilotée, on va dire, par le conseil pédagogique. Donc un lycée mieux adapté à son époque. Donc l'idée est favoriser les langues vivantes. Hein, on revoit apparaître une partie importante du reproche qui nous sont faits en tant que Français, hein, le problème des langues vivantes. Donc, les langues vivantes dans un premier temps. Comment favoriser ces langues vivantes? Donc, les groupes de compétences. Donc, on va en effet voir apparaître des groupes restreints. On va augmenter aussi l'exposition des élèves aux langues vivantes via les TIS, par exemple. Mettre en place un enseignement disciplinaire non linguistique dans une langue vivante. C'était le cas dans les filières européennes. Ça se généralise. Et puis, on va demander aussi la mise en place d'échanges, de favoriser les échanges avec des établissements à l'étranger. Alors, l'autre partie en pendant des langues vivantes, c'est l'accès à la culture. Alors, un enseignement d'histoire des arts est obligatoire maintenant. De la même manière, une pratique artistique est fortement recommandée. Et l'ensemble de la vie culturelle de l'établissement va être animé par un référent culture, qui va aussi bien aller rechercher les liens avec l'extérieur au sens large, c'est-à-dire l'étranger, que l'académie autour ou l'établissement est. Ce référent culture, c'est un enseignant. Il va avoir différents rôles. L'idée est aussi d'amener les élèves à se responsabiliser, alors, dans la culture, dans les associations,
c'est le dernier point que je voulais aborder ici, c'est la prise de responsabilité. Elle peut se faire à différents niveaux. Donc on a la mise en place de maisons des lycéens, donc qui vont avoir un rôle plus important. Aussi, qui a été un petit peu assoupli en termes de loi, permettre aux lycéens de prendre des responsabilités et notamment de s'investir dans les associations. Alors ça peut être les associations dans les lycées, monter une association dans un lycée, c'est important, mais ça peut être aussi des actions citoyennes, des projets qui vont suivre dans des domaines artistiques, sportifs ou humanitaires. Donc réellement un investissement important. Donc il y a eu un abaissement de l'âge légal qui était à 18 ans, à 16 ans, pour qu'ils puissent en effet prendre ses responsabilités associatives. Donc on voit apparaître cette idée de responsabilisation et d'autonomie de nos lycéens, et on va aussi avoir à prendre en compte du coup ces investissements. Et c'est là que l'on voit apparaître le livret de compétences. Les élèves vont pouvoir rentrer déjà ces investissements et leur engagement, le bénévolat qu'ils peuvent faire par ailleurs. Donc c'est une chose que l'on voit apparaître aussi dans nos établissements, puisque certains établissements ont mis en place le portefeuille d'expérience et de compétences. Donc il va y avoir une articulation à faire entre le lycée et le supérieur. Alors, en effet, l'histoire des techniques peut être mise en place. Ça dépend de l'établissement. Rien ne l'empêche dessus, et je pense que dans la partie culturelle, ça peut être fait aussi. Alors, l'aspect culturel, dans ce cas-là, c'est l'aspect culturel au sens large, mais ça peut être aussi culture scientifique. Donc, de la même manière qu'on est en train de mettre en place cette partie compétences, de la même manière, quand on adapte le lycée, pourquoi adapter le lycée? On cherche aussi à responsabiliser les lycéens sur un point qui est formant des gens responsables et des éco-citoyens. Si on augmente la part des sciences, en décloisonnant à la fois les disciplines et en ayant des enseignements généraux plus grands, communs, on cherche à former des lycéens, des futurs bacheliers, des futurs étudiants, des futurs cadres, je dirais, qui ont une culture scientifique suffisamment large, un sens critique aussi, pour qu'ils aient ce socle de connaissances scientifiques puisse être mis à la disposition d'une prise de décision importante en termes de choix raisonnés, je veux dire, sur le futur. Notamment, l'aspect citoyen sera suffisamment respecté. Quels sont les choix que l'on doit faire en termes énergétiques? Quels sont les impacts d'un certain nombre de décisions sur notre planète? Donc l'idée est réellement là d'avoir une idée de culture scientifique plus importante, sert comme fil conducteur tout au long de cette formation la démarche scientifique, la pratique de la démarche scientifique. Donc la recherche et l'exploitation de l'information, on est tous soumis à de plus en plus d'informations sur Internet, par exemple, ou dans les autres médias qui nous permettent d'avoir de l'information. Comment lier cette information? Comment arriver à acquérir un sens critique? Donc cette partie d'acquisition de nouvelles compétences est réellement recherchée dans la réforme du lycée, et notamment la capacité à les mobiliser en autonomie et à les transférer vers différents domaines et dans des situations de la vie courante. Donc ça, c'est réellement l'adaptation à l'époque que l'on a. Voilà, j'ai dressé là tout le panel, enfin j'ai essayé tout au moins. Si on revient sur les points à retenir, je reste sur l'autonomie des établissements, qui va être réellement, qui risque de nous impacter. L'autonomie et l'esprit d'initiative des élèves, donc ça fait partie des points positifs. La culture scientifique, l'aspect citoyen des connaissances, la démarche scientifique, alors à la fois expérimentale pour les sciences on va dire expérimentale, et aussi le raisonnement pour la partie mathématique et informatique. Une approche thématique, donc ça c'est lié au décloisonnement des disciplines que l'on a pu voir. Voilà. Donc j'ai essayé de vous dresser l'ensemble là de ce que j'avais pu noter et de ce que j'ai pu retenir des différentes informations et communications que j'ai pu voir et entendre. Donc je propose qu'on débatte, vous complétiez, il y a peut-être un certain nombre de points que je n'ai pas abordés précisément, et je vous donne la parole maintenant. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le livret de compétences.
expérimentales. C'est des expériences qui sont déjà lancées dans certains établissements, dans une région en particulier. Comment ça se passe? Qui est-ce qui va expérimenter ça? Qui est-ce qui s'en occupe? Alors, en effet, c'est déjà lancé. Ça a été lancé dans 69 lycées. Il y avait 35 lycées professionnels. Alors, j'ai pas la répartition globale sur le territoire. En fait, l'idée est d'aider l'élève à rédiger son CV pour valoriser toutes les initiatives et les engagements qu'il peut prendre derrière. Voilà, donc du coup, c'est surtout la prise en compte aussi, ce qu'ils peuvent faire, surtout dans l'établissement, mais aussi dans les associations reconnues en dehors. Mais le livret de compétences, un certain nombre d'établissements du supérieur avaient commencé à le mettre en œuvre. Donc après, il y aura aussi une réflexion à mener sur la continuité de ce livret de compétences qu'on peut avoir au niveau lycée et comment le récupérer, le valoriser et l'enrichir au niveau supérieur. Vous avez justement des idées d'universités qui ont déjà mis en place aussi ce livret de compétences? Le portefeuille d'expérience et de compétences est mis en place dans mon établissement. On adhère à celui qui avait été aussi la réflexion qui avait été menée à Toulouse. Si nécessaire, je peux vous donner quelques contacts parce que je ne le suis pas, je le connais, mais je ne suis pas fortement impliquée dedans. D'accord, non, mais bon, donc je note que ça se fait. Hein. Vous êtes de Bordeaux, c'est ça? Ouais, Bordeaux 1 et Toulouse. D'accord. Ça s'appelle le PEC, portefeuille d'expérience et de compétences. Merci. D'autres questions? Alors la question de Thierry, c'est comment peuvent se préparer les enseignants pour la prochaine rentrée? La première chose, je pense que justement, c'est s'informer sur les programmes. Il y a un certain nombre d'éléments. Nous avons mis tous les liens sur les programmes sur le blog pédagogie, donc il ne faut pas hésiter à aller les consulter. C'est aussi l'objet des séminaires, des webinaires à venir, hein, c'est-à-dire de pointer plus précisément les changements qui vont avoir lieu dans chacune de nos disciplines. Le prochain webinaire s'attachera plus à la démarche expérimentale, qui, comme je vous ai dit, est une grande différence, une démarche scientifique. Après, on attaquera une série de webinaires qui seront là beaucoup plus disciplinaires et où un certain nombre d'intervenants vont nous expliquer quelles sont les différences entre l'ancien programme et le nouveau programme et du coup quels sont les impacts sur le supérieur, notamment sur la première année. Pour ma part, en termes de physique, puisque c'est mon domaine, donc je m'y suis intéressée, je dirais que la partie physique fondamentale qu'on a l'habitude de traiter, pas un changement dramatique pour la plupart, mais par contre pour la partie physique appliquée, les bases ne seront plus là, notamment si je pense à l'électronique, où il n'y a presque plus de travail de cours en tant que tel qui est fait sur ce domaine-là. Donc là, on a des collègues qui vont avoir besoin, en effet, de revoir un peu les fondamentaux qui sont considérés comme acquis. Donc les programmes tels qu'ils sont, et néanmoins, il est aussi à noter que dans les académies, a été mis en place un certain nombre de formations pour les enseignants du secondaire. Et donc, si on peut se rapprocher des académies, des inspecteurs des IPR, on peut avoir aussi un certain nombre d'informations un peu plus précises. Mais c'est pas toujours évident. J'espère que j'ai répondu, Thierry. Est-ce que certains ont des questions? Oui, Jean-Marie Blondeau pose la question. Comment la démarche scientifique, expérimentale et par le raisonnement pense être menée dans ces classes du secondaire? Quelle est la ligne de conduite qui est envisagée pour développer cette démarche scientifique? Alors, il y a deux axes qui sont choisis principalement. On retrouve un peu l'idée de la main à la pâte, donc de les faire travailler sur des petites expériences qui menaient donc avec une idée de protocole à définir, d'expériences qui marchent, enfin de petites expériences d'essais-erreurs, hein, on va dire. Donc il y a cette première idée sur la partie expérimentale. Et pourquoi je parlais aussi du raisonnement, en fait c'est plutôt sur la partie mathématique dans ce cas-là, où pareil on leur demande d'aller un petit peu plus expliciter leur raisonnement et de tester différentes voies. Alors il y a aussi toute une partie d'analyse de documents, mais nous y reviendrons un petit peu plus sur le webinaire 2, puisque c'est le sujet qui est justement privilégié pour celui-là. C'est ma question complémentaire. Est-ce qu'il y a des protocoles qu'on cherche à établir justement pour faciliter cette démarche? Oui. Là, il y a un accès qui est mis sur justement les protocoles expérimentaux, et notamment en chimie, avec la partie sécurité. Et il y a beaucoup de réflexions qu'on essaie de leur amener sur notamment les incertitudes, la sécurité, les impacts à long terme, des choses comme ça, pour établir réellement
un protocole important. Alors, Madame Dupré soulevait une interrogation. Je pense que Sophie, tu la vois. Peut-être veux-tu soulever? Est-ce que élargir le spectre qui va être traité et d'avoir plus de culture ne va pas amener, on va dire, un recul des fondamentaux? En effet, c'est un gros souci. Si on regarde certains sujets, ce qu'ils appellent les sujets zéro, on peut se demander si ça va être la même chose. Je crois que surtout la différence, c'est qu'ils n'auront pas acquis une connaissance structurée. Ils vont avoir beaucoup de connaissances. Ils vont voir certains sujets par plusieurs approches. Et je suis pas sûre qu'ils identifient la notion comme étant une notion. Je m'explique. Je vais prendre la notion de fréquence, par exemple, puisqu'il la rencontre dans plusieurs aspects. Ils vont le rencontrer en physique, ils vont le rencontrer en biologie. C'était déjà le cas. Hein. On l'avait un petit peu, mais on reprenait la notion à chaque fois et on la redéfinissait. Là, je ne suis pas sûre que ce sera de la même manière. Donc ça, je pense que le projet initial sur les tests de positionnement va être un pilier, je pense, notamment dans les premiers temps, voir les fondamentaux. Il va falloir qu'on réfléchisse réellement aux prérequis qu'on avait sur nos enseignements et ceux qu'on peut avoir maintenant, parce que il y a certaines parts du programme qui vont disparaître quand même. Hein. Certaines parties qui étaient traitées qui ne le seront plus au profit d'autres, notamment en physique. J'ai des collègues qui se font déjà un petit peu de soucis. Marie Duniciel, Marie-Péter Langot, pour ceux qui ne la connaissent pas. Marie soulève que, effectivement, vous pouvez en tout cas regarder une nouvelle fois les interviews par discipline sur le site Uniciel, dans le blog pédagogie. Vous y retrouverez l'interview dans les différentes matières de personnes que l'on a fait. Alors, c'est ce que Sophie est en train d'afficher, Dominique Roja, Philippe Jean-Jacot, Hélène Lample ou Gilles Camus. Et sans doute d'autres également vont venir s'ajouter à cette liste d'interviews où ces personnes parlent plus spécifiquement de leur programme. Alors, on n'a pas défini encore tous les intervenants, mais en effet, nous allons essayer de traiter les différents programmes disciplinaires qui nous impactent en université à l'occasion de webinaires pour que vous puissiez justement poser des questions plus précises sur ce qui disparaît et apparaît dans les programmes. Sachant qu'il y a des impacts thématiques à l'autre, puisqu'en mathématiques, il y a aussi un certain nombre de changements qui peuvent impacter les autres disciplines. Donc effectivement, le webinaire 3, par exemple, traitera notamment de l'aspect spécifique pour la physique-chimie. Vous avez déjà les dates si cela vous intéresse, et d'autres suivront pour les autres matières. D'autres remarques peut-être d'autres intervenants, d'autres questions? Alors, Madame Dupré soulève un autre point, la démarche d'investigation, est d'actualité dans la réforme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, la démarche d'investigation, oui, c'est beaucoup d'analyse de documents et l'acquisition d'un regard critique, en fait. Donc, elle est liée, en effet, à la part scientifique, je vais le dire comme ça, raisonnement. Donc, la démarche d'investigation, c'est fournir un certain nombre d'éléments. Alors, je dis d'éléments volontairement parce qu'on peut leur fournir des documents, leur donner une thématique qu'ils vont aller chercher, ou ils vont aller chercher par eux-mêmes sur Internet, pour dire ça simplement, puisqu'en fait, cette partie sur les TIS aussi et sur la recherche et l'analyse documentaire est quand même aussi assez privilégiée. Et donc, dans cette démarche-là, il faut qu'ils aillent chercher à la fois les informations, qu'ils les analysent et qu'ils les structurent. C'est aussi un des grands axes que l'on cherche à favoriser, c'est-à-dire arriver à leur faire acquérir un regard critique sur les informations qu'ils peuvent avoir. La démarche d'investigation sera faite aussi dans les classes précédentes, c'est-à-dire que le TPE était plutôt sur la dernière partie, mais là on démarre un petit peu plus les enseignements d'exploration, donc c'est exploration des métiers, mais c'est aussi exploration des documents dans certains cas. Donc la continuité, c'est le TPE, c'est les préparer pour qu'ils puissent faire leurs travaux encadrés. D'autres questions? Je m'interrogeais, j'ai pas vraiment lu les textes de la réforme, enfin ce genre de choses, donc je sais pas exactement, mais est-ce qu'il y a des préconisations un peu explicites sur comment faire du lien entre le lycée et, mettons, la première année de licence pour commencer? Les équipes pédagogiques, par exemple, est-ce qu'il est préconisé qu'il y ait des activités communes, partagées à un moment donné, ou des choses comme ça, quoi? Alors, il n'y a pas de préconisation officielle. Je vais le dire comme ça, c'est laissé à l'initiative des établissements. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé ces webinaires, parce qu'on s'est aperçu que même dans nos établissements, on avait un certain nombre de collègues qui n'étaient absolument pas au courant de cette réforme, du contenu.
Donc après, ça dépend des liens qu'il y a entre les lycées, donc le rectorat, les équipes pédagogiques et les premières années. Donc un certain nombre d'établissements ont commencé ces réflexions-là, notamment à Rennes, à Grenoble, je veux dire indépendamment les uns des autres. Hein, c'est ça, ma réflexion était sur ça. Je dirais la conclusion à laquelle ils en arrivent, c'est qu'il va falloir changer nos enseignements en première année, voire un peu plus loin d'ailleurs aussi. Alors, sachant que ces bacheliers arrivent là à la rentrée, ça c'est dire oh là là, il va falloir tout qu'on réforme pendant 6 mois. Comme certains viennent de refaire les nouvelles maquettes, ça va être un petit peu difficile. Donc en fait, après, quand vous discutez un petit peu plus à même avec les enseignants qui vont être impactés, on vous dit, ben oui, on nous demande de tout changer, de changer l'esprit, mais on va pas arriver à tout changer d'un coup. Donc vous avez le temps de vous adapter progressivement. Néanmoins, il y a en effet certaines parties qui vont être modifiées. Donc dans les établissements, je dirais que les gens qui sont les mieux préparés, c'est peut-être les mathématiciens, parce qu'avec les IREN, ils ont déjà ce lien qui est fait. Dans certains autres établissements, il y a des liens qui sont faits, mais il n'y a rien d'institutionnel. Et il n'y a aucune préconisation, autant que je le sache. Hein. Je ne peux pas juger de partout. Peut-être dans certaines académies, il y a des liens très forts qui vont... Mais autant que je sache, il n'y a rien d'officiel. Pour répondre à Jean-Marie, non, la partie travaux pratiques n'est pas amplifiée. On va rester sur des travaux pratiques à peu près identiques, si ce n'est que dans l'esprit, on va travailler sur une notion d'activité. Donc, les travaux pratiques devraient venir plus en amont de la notion qu'en aval. C'est-à-dire que c'est plus des travaux pratiques d'application, mais des travaux pratiques de découverte qui devraient être mis là. Mais je suis pas sûre qu'on ait le temps. Et ça, typiquement, cette partie-là, elle est beaucoup laissée aussi à l'autonomie et au choix de l'établissement. Et les enseignants, dans cette optique, comment ils vont être formés? Ils vont s'auto-former? Non, pas complètement. Alors pareil, la réponse du ministère, il y a un accompagnement des enseignants par la formation décliné localement dans les différentes académies. Donc après, ça va dépendre des académies. Dans certaines académies, ça a l'air très structuré. Je dis ça a l'air parce que j'ai pas pu faire le tour encore et voir l'ensemble, mais ça a l'air assez structuré. Et dans d'autres, il y a un certain nombre de ressources qui sont fournies, un certain nombre de rendez-vous qui sont donnés, mais c'est beaucoup laissé sur le choix des enseignants. Il n'y a pas de créneau dédié ou de formation dédiée reconnue pour les enseignants. D'autres questions, d'autres points que vous souhaitez que j'approfondisse un petit peu? Alors, question de Madame Dupré, est-ce que les profs du lycée, ils sont tous opérationnels? Autant que je le sache, non. Normalement, oui. Un certain nombre sont réticents, donc du coup moins opérationnels. Certains enseignants qui m'ont dit c'est dur de revoir tout son enseignement à quelques années de la retraite notamment. Voilà, donc du coup c'est un peu difficile de voir l'esprit. La plus grande difficulté, c'est l'esprit. C'est-à-dire de dire on travaille par activité et puis on leur donne, si vous avez l'occasion de voir un manuel de cours, un certain nombre, notamment, je parlais en physique-chimie, hein, la structure est très différente et si vous regardez pour un chapitre donné, la partie cours est réduite mais d'une manière drastique par rapport à... Donc c'est vrai que ça fait une manière de concevoir les choses qui est très différente. Donc je pense que non, tous les enseignants ne sont pas encore opérationnels, ne sont pas tous dans cette démarche, mais en termes de démarche qui est demandée, hein, après en termes de contenu, ils ont été bien entendu obligés de s'adapter. Alors, on remercie Madame Dupré pour ces différentes interrogations. Alors, je lis à voix haute, je m'inquiète beaucoup sur la nouvelle méthodologie à développer à l'université suite à la réforme. Mais comment faire avec 900 étudiants en L1 et un budget qui est à la baisse? Là, je peux souscrire à votre demande parce qu'on a toute la même interrogation. Je vais revenir sur nous, ce qu'on a pu faire dans mon établissement dans le cadre de réussite en licence. On avait réfléchi aux acquis du lycée et on a mis un semestre pour revoir les acquis du lycée. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à m'intéresser au programme du lycée. On a eu des problèmes de moyens. Petit à petit, on est parti vers une réflexion sur des projets. Et en fait, on s'aperçoit que cette réflexion de les envoyer sur des projets, en fait, on retrouve l'idée de la démarche d'investigation dont on parlait tout à l'heure. On risque de partir sur des projets. La continuité de la réforme nous amènera peut-être à travailler plus sur des projets avec les étudiants que ce qu'on en faisait déjà au préalable. On va devoir revoir encore une fois
comment on compte le temps enseignant, parce que suivre un projet n'a rien à voir avec un enseignement de TD ou de cours magistral. Le gros problème aussi, je suis d'accord sur l'année 0. Ça revient à peu près à la même. On est en train de mettre de plus en plus une année de remise à niveau pour combler ce qui ne va pas. Là, j'ai pas de réponse. Soyons francs. J'ai aucune réponse à donner sur ça, si ce n'est de profiter pour réadapter notre première année. Je tiens à souligner, parce que peut-être je parle du lycée, mais cette réforme là qui est en train aussi d'impacter les classes préparatoires. Les CPGE sont en train d'avoir une modification aussi de leur programme pour s'adapter en fonction de ça. Donc un certain nombre de groupes de travail ont rendu leur copie d'ailleurs sur les nouveaux programmes. Je ne crois pas qu'ils soient parus. Mais nous avons déjà aussi une réflexion qui a été emmenée là qui peut nous aider, nous, à réfléchir à l'impact sur notre licence, enfin, sur nos licences. Ça, c'était pour la partie. Pour ce qui est BTS et IUT, je pense qu'eux aussi vont devoir revoir leur formation, sachant qu'on parle toujours de L-3, L+3, et qu'on a quand même les classes préparatoires et les BTS et les IUT qui sont du L+2, du niveau 2, donc je ne sais pas comment on peut gérer. Mais il est sûr qu'on risque d'avoir encore des afflux d'étudiants qui vont passer une année chez nous avant d'aller en IUT. Je pense qu'on a réellement intérêt à s'emparer du sujet avant le bac, avant qu'ils arrivent. Alors, est-ce que dans ces conditions, le bac est encore un diplôme universitaire? C'est pour ça que j'ai dit, c'est toujours censé être le premier de nos diplômes universitaires. Je ne sais pas si les futurs présidents de jury de bac vont être, je dirais, prévenus de ce qu'ils vont avoir. Je rappelle qu'il est quand même toujours question de changer les modalités du bac. Donc c'est Olivier Atta, j'ai fini par ouvrir le micro. Je pense qu'on peut présider un jury de bac sans même savoir ce qu'ont étudié les étudiants. Hein. Il y a des carnets, on regarde des moyennes. Ça n'a rien à voir avec une vue sur le contenu ni sur la qualité pédagogique de ce qui a été fait. Par contre, dans la réforme, enfin nous on a Fumato et chez nous il y a eu pas mal de relations avec justement avec l'inspectrice d'académie au sein de l'IREM pour discuter de la réforme, surtout que moi je travaille avec elle sur ISN depuis pas mal de temps. Une des choses qui apparaît, c'est que par exemple, on se pose beaucoup de questions par exemple sur la capacité à traiter certains programmes de physique proposés en physique, vu les problèmes qu'ils vont avoir à trouver les outils mathématiques qui leur permettraient d'aborder les points de physique et qui ne sont même pas prévus d'être en interaction. Je ne sais pas comment on pourrait essayer d'imaginer de répondre à ces besoins dans les programmes. Alors là, je suis ravie que ce soit pas moi qui le dise. J'avoue que c'est réellement un de mes gros soucis quand je vois le nouveau programme en physique et qu'ils ne vont pas avoir les bases. On demande de travailler, ils vont plus connaître les barycentres. Enfin, il y a une partie de choses qui disparaît. Et je me demande comment en physique, ils vont réellement avoir des bases solides. Alors je suis d'accord, on leur demande pas obligatoirement de faire du calcul en physique, on leur demande de comprendre les principes, mais ils vont manquer d'outils. Les collègues d'ailleurs dans le secondaire l'ont déjà noté. Oui, par exemple, barycentre et centre d'inertie. Voilà. Comment définir un centre d'inertie s'ils savent même pas ce qu'est un barycentre en maths? C'est pas évident à faire passer la notion, même si avec des petits films, des petites expériences, on peut approcher. Après, la mise en équation est dramatique. Comment là on pourrait intervenir au niveau des universitaires pour faire remonter justement ces lacunes auprès des gens qui sont responsables dans le secondaire? Ça c'est encore compliqué, quoi, parce que nous on fait des retours aux inspecteurs, on peut même parfois faire des retours aux IGN quand on a accès aux IGN, mais ça reste quand même assez difficile parce que même les IGN ont très peu de choses à dire sur le programme en ligne. Je sais que nous, on avait déjà commencé à travailler un petit peu en physique justement avec les inspecteurs sur ces notions-là. Je dirais que c'est la manière de le prendre en compte est rester lettre morte parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes, a priori, de ce que j'ai compris, comment ils peuvent modifier ça. Et j'ai bien peur qu'en effet, on ait besoin d'un travail préparatoire à l'entrée de l'université sur les acquis et puis surtout de structuration de leurs acquis. Moi, c'est plus ça qui me fait peur encore parce que l'idée de mettre du lien entre les disciplines est très bien, quoi. C'est souvent ça leur manque. Ils sont très 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 sectorisés. Mais je suis pas sûre qu'on leur fournisse les outils pour arriver aussi à décloisonner les différentes disciplines.
Question de Madame Dupré. Devrons-nous envisager une licence en 4 ans à long terme pour acquérir les savoirs souhaités? Il faut bien à un certain moment avoir un socle de connaissances pour accéder à un niveau master. Alors la question est, est-ce que nous continuons à travailler un socle de connaissances ou est-ce que nous devons nous adapter à la réforme qui est du secondaire, c'est-à-dire travailler un socle de compétences? Et je vous rappelle qu'on nous le demande de plus en plus au niveau master de travailler sur les compétences. Oui, mais peut-être là c'est le distinguo entre la licence qui est quand même normalement des savoirs et la master qui est savoir-faire. Hein. Ça, je suis assez d'accord. Alors après, quel est le niveau de connaissance qu'on leur demande, hein? Parce qu'après, c'est quand même difficile d'arriver à un socle de compétences étayé basé que sur des compétences. On finit par pas pouvoir aller très loin. La question, voilà, est-ce qu'il va falloir définir un corpus de connaissances minimales? De toute façon, la licence en 4 ans, c'est pas raisonnable, dans le sens où on est dans du LMD et que le passage à 3 ans était pour arriver sur un niveau européen. Donc ça, c'est sûr que non. Donc à moins de revoir nos crédits, mais ça sera pas faisable non plus. Je pense que l'idée qui émerge dans certains établissements est de demander aux étudiants de travailler par eux-mêmes. C'est-à-dire, en France, quand on regarde la décomposition de l'ECTS, du crédit, on est parmi ceux qui demandons presque le moins de travail personnel. Est-ce qu'il faut déporter un certain nombre de recherches, mais vous savez comme c'est difficile de faire travailler les étudiants. C'est pour ça que je parlais des projets, parce que l'idée est aussi de les faire un travail par le biais de projets. Mais des projets, il faut quand même des gens pour les encadrer, donc ça rapporte pas tellement la masse de travail à faire, sauf que on se débrouille toujours à l'université pour pas payer les gens qui encadrent les projets, mais... C'est pour ça que je disais que ça allait imposer une révision de nos statuts, en fait, de la reconnaissance des heures d'encadrement de projet. C'est ce que je disais tout à l'heure, on disait que la reconnaissance en HETD, c'est difficile sur les projets, on est tous passés pour le savoir. Ça, je crois que là, on a réellement un souci à se faire sur cette partie-là. C'est aussi l'idée de ces webinaires, hein, de sensibiliser sur nos cursus en général, je dirais, sans dire sur notre travail. Enfin, moi, je vois surtout un risque d'augmenter encore le biais dans les universités, qui est que, par exemple, chez nous, l'année zéro sert essentiellement aux gens qui n'ont pas eu leur dossier pris à l'IUT du premier coup ou dans un BTS du premier coup. Et quand on arrive au niveau du master de maths, il n'y a plus que des gens qui viennent de prépa. Vous en avez encore qui viennent de prépa. Mais si, avec la réforme des prépas, comment on va faire? Là, par contre, ça risque de poser des problèmes. C'est que, voilà, après, à la longue, les répercussions sont difficilement mesurables. Déjà, on a des problèmes même entre la connexion licence-maîtrise à l'intérieur même des mêmes formations. C'est-à-dire que actuellement, les niveaux des masters, la culture des gens de licence, c'est plus la même que celle d'il y a 8 ans, quand les maquettes de master ont commencé à être conçues. Ça n'a plus rien à voir. Les étudiants n'ont plus du tout les mêmes types de culture. Donc. Je souscris à ça. Pour avoir travaillé sur les maquettes du master, en effet. On a été obligé de la revoir encore récemment. Non, on a une réflexion globale à mener, nous aussi, dans la continuité de cette réforme-là. Et je ne suis pas sûre qu'avec le nombre de choses qu'on a à faire dans nos établissements, on soit réellement informés et qu'on puisse dégager du temps pour le faire de manière globale. J'avoue que ça, c'est une autre problématique à laquelle je ne sais pas si nos instances dirigeantes sont formées, sont sensibilisées aussi. Mais on va avoir une réflexion globale à mener. Le point, c'est aussi, on nous pose des questions sur des points très précis de réussite au niveau de la licence. Nous, typiquement, les années zéro, ça s'est mis en place sur les fonds du plan licence, qui ne va pas durer éternellement. Une fois ces crédits épuisés, qu'est-ce que vont devenir les gens qui passaient par là? Et est-ce qu'on retourne à simplement comment on peut essayer de réintégrer ces gens dans des licences? Autant que je sache, les crédits du plan licence sont terminés. Normalement, ça a dû être intégré dans le budget global de l'établissement. Pour cette année, ça disparaît. Oui, à la fin de l'année, là, ça va disparaître. Et justement, pour la prochaine rentrée, sachant que le niveau sera a priori encore... Parce que ça pose des questions aussi. Comme ils ont laissé plus d'autonomie dans les lycées, ça va donner aussi plus d'hétérogénéité aux gens à l'entrée. Ça devient de plus en plus difficile à gérer aussi au niveau des licences, avec des taux de succès qui peuvent parfois s'effondrer en fonction des filières dramatiquement. Et puis à terme, des flux d'étudiants qui deviennent absolument nuls. Et sachant qu'en sciences, on a déjà un problème d'attractivité. Alors l'idée du programme est normalement d'attirer plus d'étudiants vers les sciences, hein, quand même aussi la réforme, en ouvrant plus la culture scientifique. Quand vous interviewez un certain nombre d'inspecteurs, on vous dit ça. On vous dit c'est pour désacraliser un peu les sciences et attirer plus de monde. En donnant une culture scientifique, ça les amènera un petit peu plus
à travailler sur ça. Je suis d'accord, on a quand même aussi un problème sur l'hétérogénéité. C'est pour ça que j'ai bien précisé la partie autonomie des établissements, parce que moi je crains énormément cela, parce que on avait l'habitude de travailler, avoir une idée du niveau des mots entrants en fonction des lycées. Et je pense que la disparité va s'accroître. Alors, c'est pour ça que je travaille de plus en plus sur les tests de positionnement, et tous ceux qu'on a pu réaliser là dans le projet initial actuellement, on s'est basé sur les nouveaux programmes et pour extraire les notions qui nous semblaient primordiales pour des études supérieures. Donc, je pense que les tests de positionnement, l'ensemble des retours d'expérience qu'on a pu avoir avaient, outre de connaître les acquis des lycéens, donc les bacheliers qu'on présente à nos portes, avait aussi en effet aidé ces bacheliers à prendre conscience de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'on attendait. C'est-à-dire c'est un premier contact avec l'université où on leur dit attention, hein, vous avez vu, vous n'avez pas ce qu'on attend de vous pour réussir. Donc ça peut être aussi une idée pour les mettre au travail plus facilement, plus rapidement, on va dire, avant l'échec du premier semestre, pour certains. Mais ça ne va pas résoudre tout, mais ça peut être aussi quelque chose qui va nous permettre d'enclencher une réflexion en mettant des tests de positionnement et de la remédiation derrière. Mais c'est qu'une proposition qui a déjà été expérimentée par certains établissements dans le cadre du plan en licence. Et qu'on pourrait éventuellement généraliser pour permettre une meilleure prise en compte des élèves et de leurs connaissances. On repart dans une idée qui est déjà au niveau du secondaire, c'est-à-dire d'individualiser les parcours et d'accompagner au mieux ces bacheliers. Oui, mais justement, ça va encore contribuer à l'hétérogénéité à force de spécialiser les parcours. Non, l'idée est de spécialiser les parcours et surtout d'aider au mieux, on va dire, ceux en difficulté. C'est essentiellement, dans ce cas-là, au niveau du mode pédagogique plus que du compte pédagogique. Exactement. C'est pour ça que je parlais de remédiation, c'est-à-dire que on ne va pas travailler en niveau, mais presque. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir besoin d'avoir des parties renforcées. Alors après, quelles sont les modalités qui vont être choisies pour ces parties renforcées, je ne sais pas. Mais on risque de devoir en passer par là malgré tout. Et de toute façon, s'il faut renforcer, il va falloir aussi payer les renforcements. Ça. Après, ça va être des questions d'établissement. Alors c'est vrai que l'utilisation des ressources numériques peut être un plus, mais elles peuvent pas être vues en autonomie. Ces étudiants ont besoin d'être suivis en plus près, on va dire. Donc en effet, il faudra un budget pour aider les enseignants à suivre ces étudiants. Oui, je pense que c'est parce que là, on confond l'échec dû au manque de connaissances disciplinaires et l'échec dû au mode de qualité d'apprentissage, c'est-à-dire simplement de l'élève qui ne sait pas apprendre. Et souvent, hélas, l'un va avec l'autre. Et il faut lutter sur les deux tableaux en même temps. Hein. Tout à fait. Il va falloir de nouveau apprendre à apprendre. Parce que là je pense que après, peut-être ça marchera très bien pour certains, hein, mais je pense que les modalités d'apprentissage que vont avoir ces bacheliers sont très très différentes de celles dont on a l'habitude. Qui avaient déjà commencé à changer depuis un certain nombre d'années. Et ça va être encore plus crucial d'évoluer. Y a beaucoup de travaux qui sont faits en Belgique là-dessus, sur ces questions d'évaluation des prérequis, depuis déjà pas mal d'années, notamment à Louvain, mais pas seulement. L'idée, c'est bien effectivement de développer des stratégies d'accompagnement, quel que soit le type d'accompagnement. Donc après, effectivement, il faut des moyens. Il faut espérer qu'à un moment donné, on comprenne qu'il ne suffit pas d'avoir des gens qui enseignent et des étudiants, mais que peut-être il y a d'autres corps de métier autour qui ont un rôle à jouer dans ces histoires d'accompagnement. Ça marche pas mal en Belgique de ce que j'en sais. Disons qu'il ne faut pas que ce soit stigmatisant. Le jeune bachelier qui rentre à l'université, on le fasse un test et au bout de 3 jours, il commence à comprendre que vraiment c'est pas bon, alors qu'il vient d'avoir son bac peu de temps avant, même s'il l'a mal eu, il l'a eu quand même. Et la question, s'il se sent stigmatisé, il ne va pas avoir envie de se mettre au travail non plus. Vous parliez d'un effet motivation tout à l'heure. C'est à double tranchant cette affaire-là. Et quand même en filigrane derrière, c'est comme toujours la question de la sélection à l'entrée à l'université. On n'en parle pas, mais c'est quand même ça. Peut-être qu'on va y arriver à un moment donné. En effet, on a en filigrane la sélection à l'université.
On a ce que vous disiez sur le problème de la motivation. Donc, pour avoir retravaillé sur les acquis du lycée, justement dans le cadre du plan de licence, là, ce que je disais, le semestre que nous avions mis en place, c'est vrai que quand on disait aux étudiants, on va retravailler sur ce que vous avez fait au lycée, ils nous disaient, ah non, on a notre bac. Ça, c'était non. Alors, du coup, on reprenait les exercices et ils s'apercevaient qu'en effet, ils n'étaient pas capables de nous dire ce qu'il y avait dedans. Donc, on a cherché à reprendre ces exercices-là sous une autre forme, dans un certain nombre de fois. Et c'est vrai que, malgré tout, on en avait 50% qui se démotivaient. Voilà, on en sauvait 50%. À la fin, on avait un certain nombre de pertes. Il faut être franc, voilà, on a cette problématique-là. Donc, c'est arrivé à leur faire revoir des notions qu'ils ont déjà vues dans un contexte différent pour qu'ils les réapprennent, c'est-à-dire qu'ils les apprennent, on va dire. Ça, je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne les travaux qui sont menés en Belgique, en effet, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés. Ils s'environnent aussi d'un contexte qui est différent, puisque c'est vrai que la pédagogie est vue différemment. C'est-à-dire que les enseignants dans nos établissements qui décident de s'intéresser à la pédagogie en tant que telle ne sont pas obligatoirement... je ne vais pas parler de valorisation, mais au moins on les laisse le faire. C'est pas toujours évident de dégager du temps pour réfléchir à de nouvelles modalités et que ce soit reconnu. En Belgique, tout à l'heure, on parlait du portefeuille d'expérience et de compétences pour les étudiants. En Belgique, dans un certain nombre d'établissements, pas tous, mais il y a aussi un portfolio pour les enseignants. C'est ce qui se fait aussi au Canada et c'est ce qui se fait aussi en Suisse, où les formations que peuvent suivre les enseignants sur la pédagogie et sur les modalités d'apprentissage sont prises en compte. En France, on n'arrive pas à faire rentrer cette notion-là pour l'instant. Et non, et pourtant, partout où on va, moi j'ai fait une formation à l'ESEN la semaine dernière sur l'approche par compétences en cycle. J'ai assisté à de différents trucs là depuis environ un mois sur ces sujets-là. Et la première chose qu'on dit toujours, c'est il faut que l'enseignement soit reconnu dans la carrière des enseignants-chercheurs. Il n'empêche qu'en 2009, quand on a voulu changer les choses, j'ai rien à dire sur si c'était bien ou pas bien. Je suis pas concernée parce que je suis pas enseignant-chercheur. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent la difficulté qu'il y a aussi à faire changer les choses quand les enseignants-chercheurs se mobilisent eux-mêmes pour dire non, mais on est tous des chercheurs. On est tous des publiants et l'enseignement, c'est accessoire, quoi. Donc, eux aussi, d'une certaine manière, s'opposent. Oui, c'est vrai que pourquoi on dit on est tous des chercheurs, c'est parce qu'on est évalué que sur ça. Si on était évalué sur notre enseignement, on ne privilégierait pas la recherche. Hein. C'est bien ce que je dis. Simplement, quand on essaye de faire évoluer le statut et proposant une certaine modulation des services, ça marche pas, alors que c'était un premier pas pour aller vers ça. Mais ce qui a fait reculer, c'est la prise en compte dans les établissements de cette modulation-là. Et la peur de la stigmatisation. Aussi, il y a une peur qui est de dire, d'un côté, on va avoir des enseignants-chercheurs publiant et faisant de la recherche, et puis de l'autre côté, on va avoir des enseignants qui vont se réfugier là-dedans. On n'arrive toujours pas à mettre en place une reconnaissance équivalente sur ces deux parties-là. Pourtant, il est net que si on ne forme pas nos étudiants, des chercheurs, on en manquera. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, le problème au niveau, c'est l'évaluation au niveau de l'enseignement. Déjà, elle se fait en partie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation individuelle. D'ailleurs, il n'y a pas d'évaluation individuelle au niveau de la recherche non plus. À moins de faire partie d'un groupe INRIA où là, il y a un petit peu d'évaluation individuelle. On a quand même les index de publication. Oui, dans certaines disciplines, il y a effectivement des usages sur les index de publication. Pour des disciplines où ça a peut-être du sens. Sur la partie enseignement, il y a une évaluation équivalente de groupe, puisque les formations sont habilitées aussi sur la base des résultats qui sont de réussite, d'intégration des étudiants, etc., qui sont communiqués au ministère. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas d'évaluation de l'enseignement. L'enseignement est évalué. Après, l'enseignant n'est pas évalué. Le chercheur, malgré tout, il va avoir des retours qui vont lui être faits par son directeur de labo. Si l'enseignement est mal fait, qui va faire une remarque? Je prends sur une question assez crue, je suis désolée, mais voilà. Là-dessus, j'ai une réponse. C'est simplement qu'après, la personne est mise quand même plus ou moins... au fur et à mesure que la qualité des enseignements se dégrade, les gens sont mis sur des enseignements où on sait qu'ils ne poseront pas de problème parce qu'il n'y a rien à faire, rien à préparer.
Mais les étudiants sont toujours sacrifiés sur cela. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un non-publiant qui n'a pas l'intention de revenir publiant? Je suis d'accord, on a la même problématique. Hein. Mais on va vous dire que souvent, c'est les enseignants qui sont non-publiants. Je l'ai entendu, hein, donc c'est pour ça que je me permets de faire la remarque. On a réellement cette problématique de savoir comment faire entrer ça. Il n'y a pas de solution, hein, mais c'est vrai que déjà, on a cette prise en compte du problème, je dirais que c'est déjà bien. Et les discussions comme là en sont la preuve. Même si on a dévié un petit peu depuis la réforme, mais c'est très bien. Je pense qu'on a même dépassé un petit peu, donc je ne sais pas si vous avez encore quelques questions, mais je pense qu'on va conclure là. Donc dans un mois, on discutera un petit peu plus. Ce sera le même protocole sur la partie démarche expérimentale et démarche scientifique surtout, avant de s'intéresser à la partie programme un petit peu plus. Donc si vous avez des points éventuellement que vous souhaitez voir approfondis en fonction de ce qu'on a vu, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de continuer à travailler sur ces points-là et de privilégier d'autres moments d'échange sur cette réforme et sur l'impact que ça va avoir sur nos établissements. Je vais vous laisser à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt, j'espère. Au revoir à tous. Au revoir.